Donc, avec les faisceaux qui s'entrelaçaient, on avait vu qu'on avait donc 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, une pompe droite et une pompe gauche, qui étaient en série via les circulations systémiques ou périphériques et via la circulation pulmonaire. Et puis, on avait un deuxième type de tissu contractile, qui était le tissu contractile nodal, qu'on appelle encore connecteur. Et on avait vu que ce tissu était composé de plusieurs parties. On avait le nœud sinusal, nœud atriosinusal, qu'on avait le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, droite et gauche, et les fibres de Purkinje. Et puis, on avait vu que dans l'oreillette, on allait avoir des espèces de régions préférentielles de propagation de l'activité électrique qui allaient être constituées par ce qu'on appelle le tractus internodal. Et on avait vu que le tractus internodal était constitué, entre autres, du tractus antérieur de Bachmann, que l'on a ici, du tractus intermédiaire de Weckenbach, qu'on a ici, et du tractus postérieur de Thorel. Si on regarde une oreillette cardiaque, on ne va pas voir réellement des câbles de cette façon. On ne va pas voir des câbles aussi individualisés, mais on a des cellules qui sont plus spécialisées dans la propagation que dans l'activité contractile. Et donc, ces cellules forment des sortes de réseaux. Je préfère parler de réseaux que de câbles au niveau de l'oreillette. Donc, on a ces réseaux de cellules spécialisées dans la propagation de l'activité électrique plus que dans l'activité contractile. Mais j'insiste, ça reste des cellules cardiaques contractiles. D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième tissu nodal qui va propager l'activité qui a pris naissance, je vous rappelle, dans le nœud sinusal, le nœud de Kaffrack, que l'on trouve dans l'oreillette droite. C'est le nœud sinusal qui est responsable de l'activité cardiaque. On en reparlera un petit peu plus tard de cette problématique. Donc, l'activité se propage, je vous rappelle, via les jonctions communicantes, via ces canaux qui permettent l'interconnexion entre les cytosols. C'est parce que l'on a des jonctions communicantes que l'activité électrique, et donc des charges, donc des courants, portés par les ions, va pouvoir se propager de cellule à cellule. Vous verrez exactement qu'est-ce que l'excitabilité, et comment on déclenche une excitabilité l'année prochaine en physiocèle. On le voyait un petit peu en cardio, mais on a dû retirer, vu qu'on a perdu plus d'une heure, retirer de l'enseignement cette année cette partie-là. Troisième région du tissu nodal, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. On l'appelle encore nœud d'Aschoff-Tawara. Et ce nœud, on va le trouver dans le septum interauriculaire. Il faut s'imaginer que là, on a la paroi comme ça. Vous voyez, on a la paroi et donc il est là. D'accord. Donc il est à la base de cette paroi qui sépare les deux oreillettes, donc à la base de la cloison interauriculaire. Alors, ce nœud auriculo-ventriculaire, on l'appelle encore nœud d'Aschoff-Tawara, qui sont les deux Japonais qui ont mis en évidence ce nœud. Donc, il est situé à la base et dans la partie basse du septum interatrial. Il conduit l'influx provenant du nœud sinusal et des tractus internodaux. On dit que le nœud auriculo-ventriculaire va concentrer l'activité provenant des oreillettes. D'autre part, il va avoir un rôle freinateur en cas de tachycardie. Et pourquoi il a un rôle freinateur? Parce que la conduction dans ce nœud auriculo-ventriculaire est très basse. Et il peut déclencher une activité automatique à une fréquence de l'ordre de 30 à 40 activités par minute. Donc beaucoup plus basse que le nœud sinusal, et on verra que ça a son importance. Mais comme le nœud sinusal, c'est une région qui est capable
de développer une activité électrique automatique qui sera propagée. Mais le nœud sinusal l'emporte sur le nœud auriculo-ventriculaire dans les conditions normales physiologiques. Alors, ce nœud auriculo-ventriculaire, c'est un lieu de passage obligatoire de l'activité électrique des oreillettes au ventricule. Alors, pourquoi c'est une région de passage obligatoire de l'activité électrique des oreillettes au ventricule? Eh bien, tout simplement parce qu'on a vu que les valves que vous avez ici correspondent à du tissu fibreux et élastique ancré dans les murs des cavités cardiaques. Donc, ces valves, c'est du tissu fibreux et élastique. Et ces valves sont ancrées dans les murs externes et internes également des cavités cardiaques. Et donc, l'activité électrique ne peut pas passer à travers ces valves ici. D'accord ? Ici, là, on n'a pas de communication électrique entre le tissu ici et le tissu ici au niveau ventriculaire. On n'a pas de communication jonctionnelle. Au niveau de ces valves, on n'a pas de cellules cardiaques. Donc, pour que l'activité passe des oreillettes au ventricule, comme vous le montre cette simulation, il faut que ça passe par le nœud auriculo-ventriculaire. À aucun moment, vous voyez quelque chose qui se propage ici. Ça se propage là. Alors, ce nœud auriculo-ventriculaire, vous en avez ici un schéma. Et donc, ce nœud auriculo-ventriculaire, il a une conduction extrêmement basse. Vous voyez, dans l'entrée, on va être à 0,03 secondes. Et puis, on va passer à 0,12 secondes de vitesse de conduction. Donc, on a un ralentissement dans le nœud auriculo-ventriculaire. Pourquoi on a un ralentissement? Tout simplement parce qu'on a peu de jonctions communicantes dans ce nœud. Et on verra que ça a une importance, car de ce fait, ce nœud auriculo-ventriculaire va diminuer la vitesse de l'influx. Donc, ce nœud auriculo-ventriculaire va diminuer la vitesse de l'influx. Et il va concentrer l'activité auriculaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par concentrer l'activité auriculaire? Bien, vous voyez que si on regarde le tractus internodal, il y a l'activité électrique qui prend naissance au niveau du nœud sinusal. Elle va se propager ici, dans l'oreillette gauche, et puis ici, dans l'oreillette droite. Vous voyez que la conduction entre là et là, et là et là, eh bien, elle est différente, en particulier entre là et là. Ça va être beaucoup plus lent pour provenir d'ici au nœud auriculo-ventriculaire que d'ici au nœud auriculo-ventriculaire. Donc, ce qui veut dire que le nœud auriculo-ventriculaire, en fait, va avoir deux activités électriques. Une activité qui provient de l'oreillette droite et une activité qui provient de l'oreillette gauche. Mais il va laisser passer qu'une activité. Il va laisser passer qu'une activité parce que la vitesse de conduction est très basse et on en reparlera un petit peu plus loin dans le cours. Donc, rôle très important de ce nœud auriculo-ventriculaire, c'est le lieu de passage obligatoire de l'activité électrique des oreillettes au ventricule. Et c'est une région qui va permettre de ralentir l'activité et de la concentrer. Troisième région, c'est ce qui est encadré ici, c'est le faisceau de His. Alors, le faisceau de His, c'était un Allemand. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de l'allemand ici. Mais si vous avez fait de l'allemand, vous avez vu qu'il existe en allemand une lettre spécifique de l'allemand qui est le St7.
Et donc ce S7, quand on veut le traduire, en fait, c'est 2 S. Donc on parle de IS. Et puis par extension, dans les bouquins anglo-saxons, on trouve très souvent le terme IS avec un seul S. C'est la même chose, hein. C'est le faisceau de His. Donc le faisceau de His. Alors le faisceau de His, il va propager l'activité électrique au niveau des ventricules comme un câble biologique. Alors il comporte un faisceau commun, ici, et 2 branches, une branche droite, pardon, et une branche gauche. Alors pourquoi je parle de câble biologique? Parce que le faisceau de His, il va être isolé électriquement du tissu contractile. Et pourquoi il est isolé électriquement du tissu contractile? Parce que les connexines exprimées au niveau du tissu du faisceau de His, la connexine principale, c'est la connexine 40, alors que dans le tissu contractile, c'est la connexine 43. Et on a vu la dernière fois qu'on ne pouvait pas avoir un canal fonctionnel entre des connexines 40 et des connexines 43. Donc du coup, si je fais un schéma, si je fais un schéma, on a le faisceau de His qui exprime principalement la connexine 40. On trouve de la connexine 40 également dans le nœud auriculo-ventriculaire. Et puis on a le tissu contractile autour qui exprime la connexine 43. Petite erreur. Ah. Mince, c'est pas vrai. Ça c'est rouge, hein. Ça c'est le nœud atrioventriculaire et le faisceau de His et les branches droite et gauche. Donc là où c'est rouge, c'est de la connexine 40, là où c'est vert, c'est de la connexine 43. Là, je vais faire les parois. Voilà. OK. Donc, vous voyez que vous avez un véritable câble, c'est-à-dire que quand l'activité électrique est dans le faisceau de His, elle ne peut pas être distribuée ici au tissu contractile. Alors, c'est important, car du coup, ça permet une contraction efficace des ventricules. Si j'avais une communication ici, eh bien, j'aurais d'abord une contraction là, je vais mettre en couleur, j'aurais une contraction là, puis là, puis là, puis là, puis là. Donc, vous voyez que je n'aurai pas une contraction très efficace. Il y aurait un délai entre chaque région ici. Pour que le ventricule expulse le sang, il faut que j'ai une contraction relativement synchrone. Et donc, du fait que j'ai ce câble, eh bien, une fois que l'activité électrique est dans ce câble, elle va se propager aux extrémités. Et les extrémités de ce faisceau de His, c'est ce que je mets ici, c'est les fibres de Purkinje. Ah oui, il faut que je mette une autre couleur, je suis bête. Et les fibres de Purkinje, eh bien, elles expriment à la fois de la connexine 40 et de la connexine 43.
Il faudra un double trait là, pour faire bien les choses. Je vais le faire comme ça. Bon, ça remonte. Et donc, là, j'ai à la fois de la connexine 40 et de la connexine 43. OK. Donc, vous voyez que là, j'ai vraiment un câble biologique qui est adapté à la conduction d'excitabilité, c'est-à-dire qu'il a une vitesse de conduction extrêmement rapide. Dans ce faisceau de Higgs, j'ai une vitesse de conduction extrêmement rapide, ce qui va permettre la propagation extrêmement rapide de l'excitabilité jusqu'aux extrémités. Donc, vous avez le tronc du faisceau de Higgs et vous avez la branche droite et la branche gauche. D'accord ? Ce faisceau de Higgs, eh bien, il va se terminer, comme vous le voyez ici, au niveau des fibres de Purkinje. Qui se distribuent sur toute la paroi des ventricules. Hein, vous les voyez ici. Et c'est au niveau de ces fibres de Purkinje qu'on va avoir une distribution de l'activité électrique au tissu contractile. Car là, on a expression de la connexine 40 et 43. Ce qui veut dire que quand l'activité électrique rentre ici, elle se propage très rapidement et du coup, elle va arriver ici, là ou là, pratiquement en même temps. Et elle va être distribuée au tissu contractile en même temps. Ce qui fait que je vais avoir une contraction efficace de mes ventricules. Désolé, pour mes collègues que j'ai cherché à contacter pour essayer de me connecter. Et donc, Dieu ce fait, comme je disais, donc, je ne vais pas avoir une contraction progressive de chaque région, je vais avoir une contraction efficace. Et le ventricule va expulser le sang dans la circulation. On se retrouve avec ce schéma qu'on a là. Et donc, on se retrouve avec cette propagation qu'on a sur cette illustration. Ah, trop loin. Qu'on voit là, hein, avec cette propagation dans le faisceau de Higgs et la distribution au niveau des fibres de Purkinje pour permettre la contraction des ventricules, à la fois des murs et de l'apex, pour avoir une contraction efficace. C'est ce que ça vous montre ici. Hein. L'activité prend naissance au niveau du nœud sinusal, se propage au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, puis dans le faisceau de Higgs, puis dans les branches du faisceau, et elle est distribuée, cette excitabilité, au niveau du tissu contractile. Grand 3, physiologie cardiaque. Donc on a vu les grands éléments anatomiques du cœur. Et maintenant, on va voir des éléments fonctionnels de ce cœur. Et en premier lieu, on va voir 3A, autorhythmicité. Alors, qu'est-ce que l'autorhythmicité? Eh bien, l'autorhythmicité, elle vous est illustrée ici, sur cette diapo. Quel que soit le cœur, que ce soit chez l'huître,
que ce soit chez le mammifère, ici le cœur humain, ici le cœur de rat, eh bien vous voyez que le cœur bat de façon automatique, de façon autonome. C'est ce que l'on appelle l'autorythmicité. C'est-à-dire que le cœur est un muscle capable de se contracter sans stimulation nerveuse. Là, vous voyez que le cœur il est enlevé de la cavité, hein. Il est mis en perfusion. Le liquide physiologique va perfuser ici. On verra que ça perfuse en fait. Là, on perfuse via l'aorte et on verra que de ce fait, ça va perfuser via les coronaires. On verra ça quand on verra la circulation coronarienne. Et donc, si on est en perfusion de ce type-là, on parle de perfusion de Langendorf. Langendorf. C'est d'ailleurs une perfusion de Langendorf qui sera illustrée lors du TP sur le cœur, qui est en fait une simulation. En quoi ça consiste? Oh là là, je fais n'importe quoi. Vous avez l'aorte ici. Voilà. Ici, on a l'aorte. En fait, on va perfuser via l'aorte avec une certaine gravité. Et en perfusant via l'aorte, ici vous avez les valves sigmoïdes. En perfusion via l'aorte, eh bien, on va perfuser en fait ici à la base, comme on le verra, les coronaires. Le liquide va suivre les coronaires. Et du coup, le cœur va continuer de battre et de fonctionner normalement. C'est ce que vous avez ici. On perfuse via l'aorte. Et vous voyez d'ailleurs que le liquide s'écoule ici, car le liquide diffuse via les coronaires de votre cœur. Donc, quel que soit le cœur est doué d'autorythmicité. C'est-à-dire que le cœur a une activité pacemaker, une activité électrique qui va engendrer une activité contractile cyclique. Alors, cette activité électrique, elle est imposée par le nœud sinusal. Et en fait, on a trois régions qui ont une activité automatique, qui sont le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. Alors, on va dire très succinctement pourquoi on a cette activité automatique, parce qu'on n'a plus le temps de la décrire. Cette activité automatique, je la décris ici. Si je plante une microélectrode dans le nœud sinusal, hein, ça c'est le nœud sinusal, je plante une microélectrode, c'est-à-dire un capteur, vous verrez ça l'année prochaine, eh bien vous allez enregistrer ça, c'est-à-dire une variation de potentiel de votre cellule. J'ai une variation de potentiel, et ça c'est automatique. Et pourquoi c'est automatique? Parce que j'ai des canaux ioniques spécifiques que l'on appelle ICAT, donc un canal calcique, un courant calcique, et un courant cationique qu'on appelle IH. On peut trouver aussi dans certains bouquins IF. Voilà pourquoi on a une activité automatique dans le nœud sinusal, dans le nœud auriculo-ventriculaire et dans le faisceau de His.
C'est tout simplement parce qu'on a certains créneaux ioniques qui vont permettre cette activité automatique. Mince, j'ai fait des nœuds. 2 secondes. Et donc, si je plante une microélectrode dans le nœud sinusal, dans le nœud auriculo-ventriculaire, je vais avoir ce type d'activité. Si je plante dans le faisceau de His, je vais avoir un truc un peu différent. Je vais voir ça. Mais je vais avoir également potentiellement une activité automatique. Après ICA, c'est T pour transitoire. Donc j'ai du courant ICAT pour transient. Et ça tombe bien parce que en français, c'est transitoire. OK? Donc, ce qu'il vous faut juste retenir, c'est que dans le nœud sinusal, dans le nœud auriculo-ventriculaire et dans le faisceau de His, j'ai des canaux spécifiques ioniques, des canaux qui laissent passer les ions, qui sont responsables de l'autorhythmicité, d'une activité électrique automatique, que vous avez ici, qui va être à l'origine d'une activité contractile automatique. Et ces deux types de canaux sont ICAT, c'est-à-dire un canal qui laisse passer le calcium, et IH, c'est-à-dire un canal qui est cationique. Vous verrez ça beaucoup plus tard. Avant, on le voyait à ce niveau-là. Alors, si on regarde l'activité automatique, eh bien, au niveau du nœud sinusal, cette activité automatique, elle est de 100 activités par minute. Alors, si vous prenez un rythme normal cardiaque, ce n'est pas 100 potentiel d'action, ce n'est pas 100 activités par minute, hein. Ce n'est pas 100 battements par minute. Une activité normale, c'est de l'ordre de 70 battements par minute. Pourquoi? Parce qu'il y a continuellement un frein vagal parasympathique sur le nœud sinusal. Donc, on a continuellement un frein vagal sur l'activité du nœud sinusal. C'est ce qui explique qu'on ait un rythme plus lent que ce que le nœud sinusal est capable de déclencher. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi le rythme est imposé par le nœud sinusal, puisque le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His sont capables de déclencher une activité automatique. Eh bien, en fait, c'est dû au rythme. Dans le nœud sinusal, je vais avoir une activité, si j'y arrive, de 100 activités par minute. Dans le nœud auriculo-ventriculaire, on a vu qu'on avait une activité de l'ordre de 30 activités, 30 à 40 activités par minute. Dans le faisceau de His, on a une activité qui est encore plus lente, qui est de l'ordre de 10 potentiels d'action par minute. Du coup, cette activité sinusale, elle va se propager. Et vous voyez qu'elle va arriver au niveau du nœud auriculo-ventriculaire avant qu'il ait développé son rythme. Et donc, il va développer l'activité du nœud sinusal. Idem pour le faisceau de His, qui va développer du coup une activité de l'ordre du nœud sinusal. D'accord ? Donc, c'est parce que le nœud sinusal a une activité plus rapide qu'il impose cette activité au reste du cœur. C'est parce que l'activité sinusale est la plus rapide que le nœud sinusal impose son rythme au reste du cœur. Troisième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pourquoi a-t-on une activité sinusale et une seule activité ventriculaire?
En effet, si je regarde le cœur, j'ai deux oreillettes, j'ai le ventricule, pas terrible mon cœur. Il y a des jours où ça va, et des jours où ça va moins bien. Donc j'ai mon nœud sinusal ici, j'ai mon nœud auriculo-ventriculaire, j'ai le faisceau de His avec la branche droite et la branche gauche. Voilà. Donc mon activité prend naissance au niveau du nœud sinusal, elle se propage ici au niveau de l'oreillette droite et au niveau de l'oreillette gauche. Donc vous voyez que cette activité-là, elle va arriver en premier, celle-ci en deuxième. Je vais appeler ça O1, O2. Donc on pourrait s'attendre à deux activités ventriculaires pour une activité sinusale, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que cette activité-là, elle arrive au niveau du nœud sinusal, du nœud auriculo-ventriculaire, je vais y arriver. Là, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. O1 arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir une activité qui va se développer. Cette activité, elle va mettre un certain temps pour passer à la deuxième partie du nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Là, j'ai un delta T important. Pourquoi j'ai un delta T important? Parce qu'on a vu qu'on avait une faible conduction. Je vais avoir un délai important pour la propagation de cette activité O1 dans le nœud auriculo-ventriculaire. Ce qui fait que quand O2 arrive, eh bien O1 est encore ici. Et donc O2 ne va pas donner lieu à une activité propagée. D'accord. Vous voyez que la vitesse de conduction extrêmement faible du nœud auriculo-ventriculaire permet de concentrer l'activité des oreillettes. J'ai deux activités, mais finalement, j'en ai qu'une qui va être transmise au ventricule. Et donc, j'ai qu'une activité sinusale qui est transmise au ventricule. OK. 3B, cycle cardiaque. Alors, qu'est-ce que le cycle cardiaque? Le cycle cardiaque, c'est encore ce qu'on appelle la révolution cardiaque. Cette révolution cardiaque, c'est d'abord le remplissage des oreillettes par les veines caves et les veines pulmonaires. Puis, l'éjection du sang des oreillettes au ventricule. Puis, le remplissage des ventricules. Enfin, la vidange des ventricules vers les artères pulmonaires et les artères aortes. C'est quoi le 2B? Donc 2A, autorythmicité, cycle cardiaque. C'est ça que je vous dis. C'est 3. Donc cette révolution cardiaque, c'est ce cycle. Et ce cycle, finalement, il correspond à une systole auriculaire
qui est la contraction des oreillettes, une systole ventriculaire, la contraction des ventricules, et entre les deux, la diastole auriculaire et la diastole ventriculaire, pendant lesquelles les cavités vont se remplir. Donc finalement, cette révolution, ce cycle cardiaque, c'est une succession de diastole auriculaire, systole auriculaire, diastole ventriculaire, systole ventriculaire. Ce qui est représenté ici. Alors, ça arrive d'abord au niveau de l'oreillette droite, puis du ventricule droit, puis de l'artère pulmonaire, puis de la veine pulmonaire, puis de l'oreillette gauche, puis du ventricule gauche, puis éjection dans l'aorte. Et donc, lors de la contraction, on parle de systole, et lors de la relaxation, on parle de diastole. Pendant la diastole, la cavité se remplit. Pendant la systole, la cavité se vide. Alors, ce cycle cardiaque, il correspond à l'excitabilité des cellules cardiaques, puisque cette contraction, elle est due à l'activité électrique des cellules cardiaques. C'est l'activité électrique des cellules cardiaques qui est responsable de la contraction. Alors, c'est quoi l'excitabilité des cellules cardiaques? Eh bien, les cellules, comme vous le verrez l'année prochaine, sont toutes polarisées. C'est-à-dire que l'extérieur de la membrane est positif par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous prenez une cellule, quelle que soit la cellule, pour un biophysicien, biophysique qui vous fait peur, eh bien pour un biophysicien, une cellule, c'est ça. C'est un système séparé du milieu extérieur qui est négatif par rapport au milieu externe. Vous êtes au milieu externe, ici au niveau interne. Voilà ce que c'est qu'une cellule pour un biophysicien. Et vous comprendrez l'année prochaine, vous verrez pourquoi on est dans cette situation-là. Et donc les cellules cardiaques sont polarisées. Elles sont polarisées normalement aux alentours de moins 80 millivolts. C'est-à-dire que la valeur ici, entre ça et le milieu externe, elle est de moins 80 millivolts. Et donc les cellules cardiaques vont se dépolariser. Je vous rappelle, sans stimulation nerveuse. Cette dépolarisation, elle a pour origine, on l'a vu, le nœud sinusal. Et cette dépolarisation, elle va donner lieu à ce qu'on appelle un potentiel d'action. Alors, dans le tissu contractile, le potentiel d'action, il va être comme ça. Vous voyez qu'on a un changement de polarité. Ici, on a aux alentours de plus 40 millivolts. Ça a pour origine l'activité sinusale, qui est également une activité de potentiel d'action. C'est ça qui est responsable du déclenchement de ça. OK ? Merci. Et donc, c'est cette dépolarisation qui va provoquer la contraction de la cellule cardiaque.
C'est ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction. Alors, on expliquera l'année prochaine en PhysioCell comment ça fonctionne. Comment la transduction de cette activité électrique en une activité contractile qu'on peut schématiser. Parce que j'ai cette activité électrique, je vais avoir une activité contractile. Là, c'est la contraction. Et cette dépolarisation, eh bien, elle va se propager d'une cellule à l'autre via les jonctions communicantes. En effet, si vous regardez ce potentiel d'action, eh bien, on passe d'un moins à un plus. Donc, ça correspond à une stimulation. Et donc, si j'ai deux cellules ici, si j'ai une stimulation ici, cette activité électrique, donc vous voyez que je suis moins, plus. Quand je suis au sommet, je suis plus, moins. Donc, vous voyez que j'ai des mouvements de charge qui vont passer par les canaux ici. Et là, ça va me déclencher un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action va se propager. Et on a vu comment ça se propage. La dépolarisation, donc, elle va être contemporaine de la systole, puisque la dépolarisation va provoquer la systole. Et la repolarisation va correspondre à la diastole, ou la phase de relâchement. Alors pourquoi on parle de repolarisation et de dépolarisation? Dépolarisation, parce qu'on passe d'une cellule qui est très négative, ici, à une valeur moins négative. Donc on perd la polarisation. D'accord? Ici, on perd la dépolarisation, donc on a une dépolarisation. C'est-à-dire qu'on se rapproche de zéro. Et même on dépasse zéro. Donc on a une dépolarisation. Puis ici, on revient au potentiel initial, donc on parle de repolarisation. Okay. Donc on a une dépolarisation, et puis on a une repolarisation. Cette dépolarisation, c'est elle qui va induire cette contraction. Donc ici, la systole. Alors que la repolarisation, elle va être à l'origine, ici, de la relaxation et donc de la diastole. Quand le muscle se contracte, la cavité se réduit. Lorsque la cavité se relâche, j'ai une augmentation du volume. Donc là, ça va se remplir de sang. Alors que là, ça va éjecter le sang. D'accord ? Donc ce cycle cardiaque, il est à la fois mécanique et électrique. Dépolarisation, repolarisation, systole, diastole. 3C, électrocardiogramme, ou ECG.
Alors, on peut mesurer cette activité électrique du cœur à l'aide d'électrodes externes. Vous avez ici les électrodes externes qui vont permettre de mesurer l'activité électrique du cœur. C'est ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Alors, un électrocardiogramme, il se fait avec des électrodes posées sur le thorax de l'individu. Ici, vous avez le thorax. Ou posées au niveau des membres. Et donc, on va parler de dérivation. Lorsque l'on va enregistrer un électrocardiogramme, on va placer plusieurs électrodes et donc on va avoir plusieurs dérivations. Soit des dérivations bipolaires, et dans ce cas-là, ça délimite le triangle d'Einthoven, c'est ce que vous avez ici, au niveau des membres. Soit des dérivations dites précordiales au niveau de la cage thoracique, que vous avez ici. Et là, on parle de dérivation précordiale unipolaire de Wilson, que vous avez ici. Là, vous avez le triangle d'Einthoven. Donc, quand on enregistre un ECG, on place des électrodes externes, soit au niveau des membres, soit au niveau de la cavité thoracique. On parle de dérivation. Et pourquoi plusieurs dérivations? Parce que ça va permettre d'avoir des enregistrements différents, des images différentes de l'activité cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cet ECG? Je vous ai dit que l'activité électrique cardiaque je vous ai dit qu'un potentiel d'action, c'était un changement de potentiel, puisqu'on part d'une valeur négative, le potentiel de repos, et qu'on passe à une valeur positive. D'accord? C'est ça un potentiel d'action. Et donc, ce que l'on va voir avec l'électrocardiogramme, c'est la propagation de cette activité électrique. En effet, on a vu que les cellules étaient chargées négativement par rapport au milieu extérieur. Or, ce potentiel d'action, lui, ça correspond à une inversion de potentiel, parce que quand je suis au sommet, je suis plus à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et donc, ce que je vais regarder avec le CG, c'est la propagation donc, de l'excitabilité. C'est ce que vous avez ici. Vous avez ce potentiel d'action ici, plus par rapport à l'extérieur. Et ici, vous avez le potentiel normal. Je place deux électrodes au contact, ici, de mon système. Si je n'ai pas de potentiel d'action, par exemple ici, pas le bon, il manque un schéma là, que je vais vous faire. Si je suis à un moment où je n'ai pas d'activité, je suis moins. Voilà. J'ai deux électrodes. Je vais mesurer l'activité entre ces deux électrodes. Si je n'ai pas d'activité, je vais avoir plus, moins plus. D'accord? J'ai la même valeur là et là. Et donc, ça va me faire 0. Donc, je vais avoir une ligne de base comme ça. D'accord? En effet, là, je n'ai pas d'activité électrique qui passe. À partir du moment où mon excitabilité va passer sous une électrode, c'est-à-dire une inversion de potentiel, ben vous voyez que la différence entre VA et VB, c'est-à-dire entre mes deux électrodes, va être différente de 0. D'accord? C'est ce que je vois ici. Lorsque mon excitabilité, donc mon potentiel d'action est sous l'électrode A, eh bien, la différence de potentiel entre ça et ça va être une valeur positive.
Et puis, mon activité électrique, eh bien, elle va se trouver entre les deux électrodes ici. Et dans ce cas-là, je vais revenir à 0. Et puis, cette activité électrique, elle va passer sous la deuxième électrode. Et donc, la différence entre les deux électrodes, si là, elle était positive, là, elle va être négative. Et puis, quand mon activité électrique va dépasser cette deuxième électrode, eh bien, je vais revenir à 0. Et donc, vous voyez que j'ai deux ondes ici. Et ces deux ondes, en fait, elles correspondent à quoi? Au passage de l'excitabilité sous mes électrodes dans le cœur. Eh bien, c'est le principe de l'ECG. Je regarde la propagation de l'activité électrique au niveau du cœur. Alors, comment se faire? Eh bien, pour faire ça, je place des électrodes sur la peau de l'individu. Donc, je suis loin du cœur. Pourquoi je peux mesurer une activité électrique alors que je suis à l'extérieur? Eh bien, tout simplement parce que le milieu interne, ionique, est conducteur. Si j'ai une diapo, non, je n'ai plus. Donc, j'ai deux électrodes externes que je passe sur l'individu. Voilà. Bon, je vais le mettre un peu plus proche, ça est un peu loin. Mince. Superbe schéma. Donc, je vais mesurer l'activité entre ces deux électrodes par rapport à une référence éventuellement. Et donc, ce que je vais regarder, c'est le passage de l'excitabilité ici. D'accord? Et pourquoi je peux voir ça? Alors là, évidemment, je suis au contact de la peau. Et je peux voir ça parce que là, j'ai le cœur qui est ici. Vous voyez qu'on est à distance du cœur. Sauf que là, j'ai du milieu intérieur. Et ce milieu, il est ionique. Ionique. Donc, il est conducteur. Et donc, ça conduit les courants qui correspondent à cette activité électrique. C'est pour ça que, en étant externe, je peux mesurer cette activité électrique. Okay. C'est le même principe que pour l'électroencéphalogramme, où là, je vais placer des électrodes au niveau de la tête. Et donc, je vais mesurer l'activité de façon externe du fonctionnement du cerveau. Pas de chemin. Alors, suivant comment je vais placer mes électrodes, eh bien, je vais avoir des images différentes, suivant les dérivations. Et je vais avoir des images différentes. C'est ce que vous voyez ici. Si j'ai ces deux dérivations, eh bien, je vais voir cet ECG. Si je place ces deux dérivations ici, je vais avoir cet ECG. Vous voyez que je n'ai pas tout à fait la même image. D'accord? Parce que je ne vois pas le même type de propagation de l'activité électrique dans le cœur. C'est évident que... Voilà. J'ai le cœur. L'activité électrique, elle se propage du nœud sinusal vers l'apex. D'accord? Donc, il est évident que si j'ai deux électrodes qui sont dans cette position-là, ben, je ne vais pas voir la même chose que si j'ai deux électrodes qui sont dans cette position-là. D'accord? Et donc, ça sert à ça, les dérivations. Les dérivations, elles permettent d'avoir des renseignements sur la propagation de l'activité électrique dans différents territoires cardiaques. Et c'est ce qui est illustré sur cette image, où on a un enregistrement différent de différentes régions cardiaques, suivant comment on positionne les électrodes. Alors, le CG classique,
le plus simple, c'est ce qu'on appelle le PQRST. Alors, avec une onde P, un complexe QRS, vous voyez un petit Q, un grand R et un petit S, et une onde T. Donc P, QRS, T. Alors P correspond à la dépolarisation du nœud sinusal et de l'oreillette. On voit que ça correspond à cette dépolarisation de cette région. Donc on dit que l'onde P, c'est la dépolarisation des oreillettes. Le tout début de l'onde P, c'est la dépolarisation du nœud sinusal. Mais l'onde P, globale, c'est la dépolarisation des oreillettes. Entre P et Q, eh bien, l'activité se propage au niveau du faisceau de His. QRS, eh bien, c'est la dépolarisation des ventricules. Donc, onde P, eh bien, elle va entraîner la systole auriculaire, puisque c'est la dépolarisation des oreillettes. Le QRS va entraîner la systole ventriculaire. Donc, onde P, dépolarisation des oreillettes, QRS, dépolarisation des ventricules. T, eh bien, T, c'est la repolarisation des ventricules. Alors, cet ECG va nous permettre d'avoir divers renseignements. Le premier renseignement, c'est un renseignement sur le rythme cardiaque. On peut calculer le rythme cardiaque en mesurant les délais, par exemple, entre les Q ici. Alors, le rythme normal cardiaque, c'est de l'ordre de 70 battements par minute. Donc, voilà, on peut déterminer donc ce rythme en mesurant le délai entre Q. Donc, le rythme normal, c'est 70 battements par minute. Au repos, sans stress. On parle de tachycardie, donc un rythme trop élevé, quand on est au-dessus de 110 battements par minute, sans stress et au repos. Et on parle de bradycardie. Ouais, donc tachy, là j'aurais dû noter en entier, tachycardie. Donc on parle de bradycardie en dessous de 40 battements par minute. Au repos, sans stress. Alors, tachycardie, c'est facile à repérer. Chez quelqu'un, bon, le problème, c'est qu'il faut que la personne ne soit pas stressée, mais on arrive à repérer 110 battements par minute. Bradycardie, ce n'est pas forcément pathologique. Si vous êtes un athlète entraîné de fond, vous pouvez avoir un rythme de 40 battements par minute au repos, sans problème. Par contre, ça devient embêtant si vous avez un cœur peu entraîné, car le volume d'éjection, de projection dans la circulation systémique va être trop petit. Donc, on peut déjà, avec cet ECG, déterminer le rythme cardiaque. On peut également détecter des pathologies. Parmi ces pathologies, on peut détecter des hypertrophies. Les hypertrophies vont déformer les ondes, comme on le voit ici.
Ça, c'est un ECG normal. Vous voyez que l'onde P, ici, elle est totalement déformée. Ça veut dire qu'on a une hypertrophie atriale. On peut observer les blocs de conduction. Ici, on a un P, QRST, P, QRST, P, QRST, P. Et vous voyez qu'après le P, je n'ai pas de QRST. Là. Donc, j'ai un bloc de conduction. Alors, on peut déterminer des blocs de conduction de type 2,1, de type 3,1. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc de conduction de type 2,1? Ça veut dire que j'ai deux activités sinusales et auriculaires pour une seule activité ventriculaire. Ici, j'ai un bloc 2,1. On revoit ici, hein. P, QRS, T, P, et j'ai rien. Donc j'ai deux pour une seule. Donc j'ai un bloc de conduction 2,1. Je peux avoir 3,1. Souvent, le bloc de conduction entraîne des syncopes. Et très souvent, c'est dû à un problème au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Cette transmission entre les oreillettes et les ventricules. Et donc, pour y remédier, eh bien, je vais mettre un pacemaker qui va entraîner le ventricule au rythme de l'oreillette. Troisième chose qu'on peut déterminer, c'est les excitabilités anormales. Par exemple, les extrasystoles. Ici, vous avez un rythme P, PQRST, PQRST, et vous voyez que j'ai un délai là, PQRST, 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 et vous voyez que cette excitabilité est plus rapide ici, par rapport à celle-là et celle-là. Je suis à la moitié du carré. Donc ça, c'est une extrasystole auriculaire, parce que j'ai un PQRST. C'est souvent bénin. Ça peut être déclenché par des molécules pharmaceutiques ou tout ce qui est pharmacopée. Ça peut être déclenché par le café, par exemple. Les extrasystoles auriculaires sont normalement peu graves. Là, j'ai une extrasystole ventriculaire. J'ai un PQRST, PQRST, PQRST. Et là, vous voyez que j'ai une espèce de grosse onde, mais je n'ai pas de P. Ça, c'est une extrasystole ventriculaire. C'est une excitabilité anormale au niveau du ventricule. Le danger, c'est que ça peut entraîner une arythmie forte, voire une fibrillation et le décès. Il y en a un des moyens, lorsqu'on a ce type d'extrasystole, c'est de provoquer une dépolarisation brutale pour ramener toutes les cellules au repos et puis que le rythme sinusal reprenne le dessus et que celui-ci ne prenne pas, disparaisse. C'est ce qu'on fait avec, quand on voit dans les films, lorsqu'il faut une défibrillation. Il stimule et donc il dépolarise tout le cœur d'un coup pour ramener les cellules au repos et pour que le nœud sinusal reprenne son rythme et qu'il entraîne l'ensemble du cœur. Donc on voit que cet examen relativement simple, non invasif, permet d'avoir un certain nombre de renseignements sur le fonctionnement cardiaque. Alors on peut suivre ces différents éléments sur ce schéma de révolution cardiaque. Ici, vous avez l'ECG. Ici, le volume du ventricule gauche. Ici, vous avez les pressions dans différentes régions, dans le ventricule gauche, dans l'oreillette gauche et dans l'aorte. Et donc, vous voyez que lorsque l'on a le volume, lorsqu'on a le QRS, on va avoir la systole ventriculaire. Donc, on va avoir l'éjection du sang. Donc, le volume du ventricule gauche va diminuer. On est en systole ventriculaire. Et donc, la pression dans le ventricule gauche augmente. Et dans l'aorte aussi, on arrive au maximum.
puisque le sang est éjecté. Donc, on arrive ici à 120 mm de mercure. D'accord ? Suite à l'activité ventriculaire, ici on a l'onté, eh bien on est en diastole générale. Les cavités se remplissent. Et en effet, vous voyez que le volume le volume du ventricule gauche augmente. On n'a pas d'éjection, on n'a rien. Donc au niveau de l'aorte, vous voyez que la pression diminue. Elle diminue à la valeur la plus basse, qu'on appelle la pression diastolique, on en reparlera, qui est à 80 mm de mercure. 120, 80. OK ? « 3D, régulation extrinsèque de l'activité cardiaque. » On va commencer par la régulation nerveuse. C'est accéléré. Alors, je le répète, l'activité cardiaque, elle est autonome, sans intervention du système nerveux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une régulation nerveuse. D'accord ? Et en effet, on a une innervation du cœur par le système sympathique, le système parasympathique, et principalement au niveau du nœud sinusal. Le système sympathique est accélérateur, le système parasympathique est inhibiteur. On revoit ces voies ici. Donc ici, vous avez le nœud sinusal, ici, vous avez le nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, vous voyez que les régulations sont principalement au niveau du nœud sinusal, également au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, mais comme c'est le nœud sinusal qui imprime son rythme, c'est cette innervation qui va être la plus importante. Donc, l'accélération du rythme ou la désaccélération du rythme va se faire principalement par une modulation de l'activité du nœud sinusal. Alors, pour rester simple, parce que là, on ne va pas le voir de façon très expliquée, on a vu qu'au niveau du nœud sinusal, on avait cette activité électrique. Eh bien, lorsque je vais être en adrénaline, donc système sympathique, je vais avoir une augmentation de cette pente-là. Et si j'ai une augmentation de cette pente, eh bien, vous voyez que mon rythme accélère. Par contre, avec l'acétylcholine, eh bien, je vais avoir l'inverse. Ça va me diminuer cette pente. Et donc, je vais diminuer le rythme. D'accord ? Tout simplement parce que l'adrénaline et l'acétylcholine vont moduler les courants ioniques responsables de l'excitabilité. L'adrénaline et l'acétylcholine vont moduler les canaux ioniques responsables de l'excitabilité. Donc ça, je vous l'ai dit, sympathique, parasympathique. Alors, le système sympathique va également augmenter la force contractile en stimulant les cellules contractiles. Et le système parasympathique va diminuer la force contractile. Donc, ça, je passe. 3D2, régulation hormonale. Alors, cette régulation hormonale va se faire principalement par l'adrénaline, qui est sécrétée par les glandes surrénales, qui sont donc au-dessus des reins. Si vous avez les reins, là, vous avez les glandes surrénales, qui sécrètent donc l'adrénaline. Et cette adrénaline est un activateur de l'activité cardiaque. C'est ce qui se passe lors du stress. Lors du stress, vous avez une stimulation de l'axe corticotrope et donc une sécrétion d'adrénaline qui va être responsable d'une accélération
et d'une activation du système cardiovasculaire. Réflexe du cœur. Donc, 3D2, régulation hormonale. 3D3, réflexe du cœur. Alors, le réflexe du cœur, c'est ce qu'on appelle encore la loi de Frank-Starling. Qu'est-ce que dit cette loi de Frank-Starling? Elle dit que la contraction cardiaque dépend de l'étirement de la paroi. Plus on a un étirement, plus le volume systolique et donc la contraction va être importante. Le volume télédiastolique, c'est le volume diastolique lors du remplissage du cœur. Donc, plus le cœur est rempli, plus la paroi est étirée, plus la force délivrée par le cœur sera importante. C'est la loi de Frank-Starling. Et cette loi est d'importance. Elle veut dire que plus le retour veineux est de qualité, et donc étirera la paroi cardiaque, plus le volume systolique sera efficace et important. Donc le remplissage du ventricule, et donc des cavités, va garantir un bon fonctionnement contractile. Alors à quoi c'est dû? C'est dû à l'élasticité du cœur et donc à la matrice de collagène. Plus le cœur est capable de s'étirer, d'augmenter de volume, donc il faut qu'il y ait un bon étirement, ça c'est dû aux propriétés du collagène, plus il va être puissant dans sa contraction, et donc dans le volume systolique. Alors ce réflexe peut être altéré dans certaines pathologies. Dans certaines pathologies cardiaques, on va avoir une altération de ce réflexe, c'est-à-dire qu'on aura une moindre efficacité, on aura une insuffisance cardiaque. Donc, comme je vous l'ai dit, le retour veineux va jouer un rôle important. Si le retour veineux est important, on augmente le volume de sang dans les oreillettes, on étire les oreillettes et donc on va avoir une augmentation de l'efficacité de contraction, plutôt que fréquence de contraction. Donc, plus le retour veineux est de qualité, meilleure sera l'éjection du sang par le cœur. Et donc, on va passer à grand 4, qui est le système vasculaire. Il nous reste à peu près 1 heure pour faire le système vasculaire. Mon Dieu. Alors, le système vasculaire, c'est évidemment le système de circulation. Ce système de circulation, il va comprendre un système à haute pression artérielle et un système à basse pression veineux. Le système à haute pression est parcouru par du sang fortement oxygéné. Le système à basse pression est parcouru par du sang plus faiblement oxygéné. Le système à haute pression, c'est le système artériel dans lequel le sang éjecte le sang, dans lequel le cœur, éjecte le sang. Donc, le système artériel, c'est le système dans lequel le cœur éjecte le sang. Le système veineux, c'est le système de retour du sang des tissus vers le cœur. « 4A, anatomie du système vasculaire. Alors, avant de voir les différents segments et leurs propriétés, on va déjà dire quelques mots de l'anatomie du système vasculaire.
Alors, ce système vasculaire, il va comprendre deux circulations. Une circulation pulmonaire et une circulation systémique. Alors, circulation pulmonaire, on l'appelle encore petite circulation, pardon. Alors que la circulation systémique, c'est la grande circulation. Alors, pour chaque circulation, on va avoir une partie artérielle et une partie veineuse. Donc, pour la circulation pulmonaire, on va avoir l'artère pulmonaire. Je ne vois pas l'artère pulmonaire. Ah, c'est elle est là. Elle est en 12. Donc, l'artère pulmonaire. On va voir les veines pulmonaires. Et donc, ça correspond à la petite circulation. Et les échanges vont se faire au niveau de l'interface des capillaires pulmonaires. Donc, les échanges vont se faire au niveau de l'interface des capillaires pulmonaires, entre les capillaires et les alvéoles pulmonaires. Et là, on va voir les échanges gazeux. De ce fait, la circulation artérielle pulmonaire présente un sang faiblement oxygéné, alors que le retour veineux pulmonaire comporte du sang fortement oxygéné. Oui, je peux répéter, je peux le faire. Donc, on va avoir des échanges au niveau de l'interface capillaire pulmonaire, alvéole pulmonaire. Et donc, du coup, le sang artériel pulmonaire est faiblement oxygéné, alors que le sang veineux pulmonaire est fortement oxygéné, ce qui est l'inverse de la circulation générale. La circulation systémique prend naissance au niveau de l'aorte en 3. Puis est distribuée via des artères. L'artère abdominale, c'est la première portion, est distribuée dans les tissus grâce à des artères qui portent le nom du tissu qu'elle irrigue. Donc, la circulation artérielle prend naissance au niveau de l'aorte, qui se jette dans l'artère abdominale, qui va et le sang va être distribué dans les différents tissus via des artères qui portent le nom du tissu qu'elles irriguent. L'artère qui irrigue le foie, c'est l'artère hépatique. L'artère qui irrigue les reins, c'est l'artère rénale. L'artère qui irrigue le tube digestif, c'est l'artère mésentérique. Les échanges vont se faire au niveau des capillaires tissulaires, que vous avez là, dont on parlera plus tard. Et les retours veineux vont se faire, un, via les veines spécifiques des tissus. Donc le retour veineux va se faire, un, via les veines spécifiques des tissus, donc la veine rénale, la veine hépatique, la veine rénale, qui vont se jeter dans la veine cave inférieure, la veine cave inférieure pour tous les organes sous le diaphragme. Toutes les veines provenant des organes sous le diaphragme se jettent dans la veine cave inférieure. Tous les organes diaphragme vont se jeter dans la veine cave supérieure. Tout ce qui est en dessous du diaphragme se jette dans la veine cave inférieure.
Et tout ce qui est au-dessus du diaphragme se jette dans la veine cave supérieure. Et donc, nous continuerons ce cours, je crois, jeudi, en continuant le système vasculaire et en terminant donc ce système vasculaire. Est-ce OK pour vous? OK, je vais vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Je vous mettrai le lien. Je pense que je vous le mettrai, le lien brut, pour avoir accès au pod. D'accord? Bonne fin de journée et puis merci. Au revoir.